C'est la préoccupation number one des Suisses aujourd'hui. Le coût de nos primes maladie, chaque année plus exorbitant, et ça semble sans fin, sans frein. Ça empoisonne le quotidien de très nombreux ménages. Certains s'endettent pour honorer leurs factures. D'autres renoncent tout simplement à se faire soigner. La faute à des franchises trop élevées. Poison, cancer, le prix de nos primes menace jusqu'à la santé de notre société, sa cohésion et la confiance dans nos représentants, trop passifs jusque-là. Des politiques, la cible de lobby et de la défiance qui se généralisent peu à peu. Alors pour faire face à la gronde, les socialistes et le centre soumettent au vote le 9 juin prochain 2 initiatives. La première pour freiner le prix des primes et la seconde pour mettre un stop à l'augmentation des coûts. 2 textes et leurs contre-projets sur lesquels nous faisons le point ce soir. Quoi voter pour payer moins ? On va vous le dire. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos 4 invités ce soir autour de cette table. Le plaisir de recevoir Pierre-Yves Maillard, superstar de la politique suisse. C'est pas moi qui le dis, c'est le Courrier. À tout le moins un de ses poids très lourds, vous figurez bien sûr. Vous êtes socialiste vaudois, président de l'Union syndicale suisse et depuis la nouvelle législature, conseiller aux États. Vous présidez la commission des finances et siégez... Je ne la préside pas, je suis simple membre. Simplement, alors là, première boulette, et siéger à celle du social et de la santé. Vous êtes donc aux 2 bouts de la chaîne, ceux qui décident et ceux qui payent. Et bien sûr, vous soutenez votre initiative socialiste, mais pas celle du centre, du moins officiellement. Cyril Hélène, vous êtes une étoile montante de la politique fédérale, nouveau conseiller national PLR pour le canton de Genève, un canton généreux en subsides, mais un canton qui souffre quand même avec des primes parmi les plus chères de Suisse. Vous siégez d'ailleurs aussi à la commission de la santé versus nationale et combattez les 2 initiatives. Vous co-présidez même le comité du 2 fois non pour défendre le texte du centre, mais pas celui du PS. On fera un petit récap un petit peu plus loin, en tout cas officiellement aussi, Sidney Camerzin, autre pointure de la politique fédérale. Alors c'est l'école des fans chez nous aujourd'hui. Tout le monde gagne, enfin pour l'instant. Vous êtes conseiller national Le Centre, représentant du canton du Valais, et vous siégez notamment à la commission de l'économie et des redevances. Et enfin, Lionel Dugerdil, vous êtes l'étoile de l'UDC Genève, président donc de ce parti, contre les 2 textes aussi, et député au Grand Conseil. Alors messieurs, on va commencer un peu façon conso, émission conso, une émission au service du public le 9 juin pour les nuls, parce que j'ai fait un petit sondage avant de vous retrouver et personne ne comprend grand-chose à ces textes et surtout qui gagne quoi dans cette affaire. Alors on commence par l'initiative socialiste, 10%, qui vise à plafonner les primes. 10% du revenu disponible. Alors concrètement, les primes et les prix peuvent continuer de grimper, mais la différence sera payée par la Confédération et les cantons via des subsides. Jusque-là, ça va, on comprend. Seulement, ça touche qui exactement, Pierre-Yves Maillard ? Quelle classe de revenus, justement, paieront demain moins de primes grâce à ces aides si cette initiative passe ? Alors nous, je vais essayer de me débrouiller avec une voix un peu altérée. On est tous malades aujourd'hui, ça ira très bien. On a instauré un système de ce type dans notre canton. Je vous donne 2 exemples. Par exemple, un couple de retraités qui gagne à peu près 6 000 francs de rente à 2, ce qui est déjà la classe moyenne. Eh bien, ce couple de retraités, grâce au système des 10%, a vu sa prime baisser, cumulée, donc pour les 2, de 300 francs environ. Au moment où on l'a introduit, la prime de référence, c'était environ 450 francs, c'est là-dessus qu'on calculait. Et 2 fois 450 francs, ça fait 900 francs. C'est donc supérieur à 10% des 6 000 francs de ce couple. Donc, on réduit la prime de 300 francs, quel que soit le choix que font les gens. Mais ces gens reçoivent une réduction de prime de 300 francs. Et donc, on a aidé avec ce système 80 000 personnes de plus, dont on a plafonné la prime à ce niveau. Et puis, pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, eh bien, une famille de 2 adultes, 2 enfants qui a 8 000 francs de revenus disponibles par mois a reçu, grâce à ce système, environ 400 francs de réduction de prime. C'était des familles qui n'étaient pas aidées avant, parce que nous aidions surtout les plus pauvres, et le système de subsides ne touchait pas la classe moyenne. Grâce à ce système-là, on a touché la classe moyenne. Ça se complique un peu si on intègre encore la notion de fortune, puisque une partie de la fortune est prise en compte. Mais si ces couples n'ont pas de fortune, c'est les chiffres que j'ai donnés. S'ils ont la fortune, une partie de la fortune est prise en compte, mais il y a quand même des franchises assez élevées qui permettent, même quand on est propriétaire d'une maison qui n'est pas trop luxueuse, on peut quand même recevoir un soutien. Et ça a permis vraiment de soulager toute une partie de la population qui n'en pouvait plus
de ces hausses de primes chaque année. Et on estime à combien de Suisses qui, justement, pourront voir leurs primes baisser grâce à cette initiative ? Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a environ un peu plus de 20% de gens qui bénéficient d'une réduction de primes. Dans notre canton, on a atteint 36%, donc plus du tiers. Donc on peut dire que probablement, dès l'entrée en vigueur d'un tel système, on aurait à peu près 10-15% de gens en plus qui seraient soulagés. Mais c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on fixe dans la Constitution le principe d'un plafonnement de la prime. Et ça, à la fin, on peut faire tous les débats qu'on veut. La seule chose qui reste, c'est que la prime maladie est un prélèvement obligatoire et que c'est le seul prélèvement obligatoire dans le pays qui ne connaît aucun plafonnement. L'impôt fédéral direct a un barème, la TVA a un barème, les impôts cantonaux ont un barème, tout est figé dans des bases légales et on ne peut pas les augmenter sans un débat parlementaire pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de l'argent, est-ce que c'est vraiment bien utile. Tous les débats fiscaux ont lieu de cette manière, devant un parlement et le plus souvent devant le peuple. Le seul débat fiscal qui n'a lieu devant aucun parlement et jamais devant le peuple, c'est l'augmentation de la prime. Et c'est cette chose-là qu'on corrige avec cette initiative. On met dans la Constitution le principe du plafonnement. De cette manière, si un jour on dit 10% c'est pas assez, il faut passer à 11, il faudra que les politiciens viennent devant le peuple dire voilà pourquoi on a besoin de 1% de plus, etc. Ça met simplement la prime maladie au même niveau du point de vue de la doctrine fiscale que les autres prélèvements obligatoires. Et puis vous dites que c'est un impôt effectivement qui n'a pas de frein, mais c'est un impôt aussi inégalitaire. Cyril Hellon, la plupart des impôts qu'on paye, il y a une augmentation, non pas progressive, mais qui est exponentielle, suivant qu'on soit beaucoup plus riche ou pas. Tandis que dans cet impôt-là, il y a une forme d'injustice parce que tout le monde paye le même prix. D'abord parce que ce n'est pas un impôt, c'est une prime d'assurance obligatoire. Ça compte énormément dans le poste de chaque quand ménage. Vous avez une prime d'assurance obligatoire, par exemple l'assurance incendie, personne ne vient de dire que c'est un impôt. C'est la prime d'assurance, je ne vous ai pas interrompu, M. Maillard, je souhaiterais quand même dire quelques mots. Ce n'est pas un impôt, c'est une prime d'assurance obligatoire et qui effectivement concerne la santé, qui est un bien précieux et indispensable, je dirais, à tout le monde. Ce que dit M. Maillard est en partie juste, mais à mon sens incomplet. Incomplet pourquoi ? Parce qu'on fixe le 10% dans la Constitution, et en cela il a raison, je le rejoins, et c'est une des vertus de cette initiative. En revanche, il fixe aussi une deuxième chose dont il faudra parler, j'imagine, c'est la répartition du financement d'un tiers pour les cantons et 2 tiers pour la Confédération. Et ça aussi, on ne pourra pas le bouger parce que c'est aussi une norme constitutionnelle. Je crois que c'est important. Et puis il y a 2 choses qui ne fixent pas, mais M. Maillard l'a aussi laissé esquisser, c'est qu'est-ce qu'est le revenu disponible ? Est-ce que ce sera la même pratique que les Vaudois ? Ça, on ne sait pas. C'est le Parlement qui le décidera. Il a la marge de manœuvre pour le faire. On a entendu le Conseil fédéral nous dire que ça coûterait entre 3,5 milliards et 5 milliards. On a entendu jusqu'à 7 milliards à l'aune 2030. Jusqu'à 7 milliards. Il y a aussi des partisans de l'initiative qui, sur d'autres plateaux, sont venus dire que ça pourrait coûter que 1,4 milliard. En fait, on ne sait pas exactement, parce que ça doit être décidé. Mais en tout cas, le but, c'est effectivement d'arriver à un revenu disponible qui soit acceptable et qui est dans le sens de l'initiative. Et puis, la deuxième chose qu'on ne dit pas non plus, c'est exactement ce qu'est la prime retenue. Alors, ça aura moins d'incidence, c'est la prime effective, c'est la prime moyenne, c'est une prime cantonale, c'est une prime fédérale, ça ne le dit pas non plus. Et c'est aussi la marge de manœuvre qui sera donnée au Parlement. Oui, parce qu'on va tout de suite attaquer ce qui fait mal, M. Camerzin. Alors, vous, le centre, c'est ni pour ni contre, bien au contraire. Enfin, le mot d'ordre officiel, c'est non à cette initiative socialiste, mais il y a beaucoup de centristes qui, justement, la soutiennent, même tout à fait officiellement. Mais effectivement, le coût qui est estimé, c'est monstrueux. C'est effectivement entre 2 et jusqu'à 7 milliards dans les années qui vont venir. Qui va payer ça ? Parce que si c'est pour nous déshabiller le bas, pour nous confectionner des pulls pour le haut, on n'a rien à gagner finalement à l'opération. Bon, je dirais que le constat de base, c'est le même au centre qu'au Parti socialiste. Un double constat, c'est-à-dire tout d'abord cette explosion, cette annonce chaque automne, la même annonce qui impacte complètement la classe moyenne, les salaires les plus faibles de la population. Et deuxièmement, l'inaction. Vous l'avez souligné dans votre introduction, et la passivité. Moi, ça fait maintenant, c'est ma 5e année au Parlement.
il y a des idées, il y a des monitorings, il y a des rapports d'experts, il y a des avis de droit, il y a des rapports de tout ce qu'on veut, mais il n'y a aucun effet. En automne, c'est chaque fois le même résultat. Là, on a 2 propositions, ça fait longtemps, je crois, qu'on n'a pas eu sur la table 2 propositions concrètes et contraignantes. C'est ça qui me séduit dans ces 2 propositions. Celle du Parti socialiste qui vise plutôt en bout de chaîne les consommateurs, les assurés, et la nôtre, on en parlera après, en début de processus par rapport au coût de la santé qui provoque aussi la hausse des primes. Vous parlez du financement, c'est vrai que nous, ce qui nous a un petit peu, fait douter pour appuyer vraiment cette initiative du PS, c'est les coûts qui passeraient des assurés probablement, si on va vers un financement 2 tiers, M. Hélène l'a dit, par la Confédération, eh bien, ça pourrait conduire soit à une hausse de la TVA, soit à une hausse de l'impôt fédéral direct, ou à voir les instruments qu'on va développer. Donc, on changerait de poche, tout simplement. Au lieu de passer de la poche des assurés, on passerait de la poche des contribuables. Mais il y a un aspect quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui décide, en fait. Finalement, on a une espèce de nébuleuse, et c'est là que ça pêche. Tout le monde se renvoie la balle entre assureurs, pharma, cantons, hôpitaux, etc. Et là, c'est en main du politique. Moi, c'est ça qui me séduit dans ce projet, dans cette initiative du PS, c'est de dire, la responsabilité, c'est la responsabilité aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trouver, elle sera en main du politique. Parce que quand il faudra annoncer des hausses d'impôts, ce ne sera pas la même chose que le Conseil fédéral qui vient en bout de table et puis qui dit, malheureusement, les acteurs de la santé n'ont pas pu se mettre d'accord et on arrive à 5, 6, 7, 8% d'augmentation. La balle sera dans le camp des politiques fédéraux, des politiques cantonaux, et ça, c'est ce qui me séduit personnellement, même si mon parti ne soutient pas cette initiative, mais c'est ce qui me séduit dans ce texte. On aura une responsabilité des politiques qui devra prendre des mesures, comme dans nos textes, pour éviter ces explosions permanentes de primes et l'inaction aujourd'hui et le manque de solutions auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Alors on va y venir à cette action des politiques, mais j'aimerais vous entendre, Lionel Dujardil, parce que ce qui est très curieux, c'est que d'ailleurs on le voit dans les sondages, votre électorat est pour cette initiative, en tout cas sur la Suisse romande, apparemment. D'ailleurs l'UDC valaisanne soutient les 2 initiatives. Pourquoi est-ce que vous êtes un peu déconnecté de vos électeurs ? Une partie de notre électorat est pour. C'est pas aussi flagrant qu'avec la 13e rente, et je pense que la raison, c'est principalement le financement et qui va en profiter et qui va la financer. Parce que c'est ça le problème. L'idée, à la base, elle est vertueuse. J'entends plafonner des primes d'assurance, c'est bien. Mais si c'est juste une répartition de qui paye et à la fin, en fait, c'est les mêmes qui vont payer. Parce que les plus démunis, ça n'aura aucun effet pour eux. La classe moyenne, c'est sûr, c'est ceux qui bénéficieront le plus de ce plafonnement des primes. Même à Genève. Même à Genève, mais par contre, à Genève, c'est encore pire parce que c'est eux qui vont devoir la financer par le biais soit d'une augmentation d'impôts, soit d'une augmentation de la TVA. Et une augmentation de la TVA à Genève, ça aura un double effet pervers, c'est que, même un triple effet, c'est que les plus démunis vont y payer sur leurs frais de quotidien. Et puis, c'est encore les commerçants qui vont devoir y payer parce que le peu de petits commerçants qui restent à Genève, ils vont mourir parce que le commerce transfrontalier gagnera encore en puissance avec ce genre de choses. On en a débattu il n'y a pas longtemps là-dessus. Si on augmente encore le prix de la TVA, la concurrence sera impossible dans les pays, dans les cantons frontaliers. Pourquoi le Parlement déciderait justement d'augmenter la TVA et de punir la population ? Mais parce qu'il faudra bien que ce soit une augmentation d'impôts, soit une augmentation de la TVA. Dans tous les cas, on sait que alors on ne pourra pas faire d'économies. Là, j'entends des économies, on vieillit de plus en plus, la médecine fait des progrès, on guérit des maladies qu'on ne guérissait pas avant, ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, on aimerait bien ne plus ou le moins possible mourir du cancer. C'est des traitements qui sont extrêmement coûteux. C'est de la poudre aux yeux que nous faire croire qu'on va baisser les coûts de la santé avec cette initiative. Bien au contraire, je pense même qu'on risque de les faire exploser. Je vous donne un petit exemple, vous allez au restaurant, vous avez peu de moyens, vous prenez le menu de base. Si on vous dit, de toute façon, on partage l'addition entre tous à la fin, vous prenez l'entrée, le plat, le dessert. Et puis, c'est ce qu'on voit avec les coûts de la santé. J'ai travaillé pendant 6 années proche des milieux de la santé. J'allais notamment amener souvent des clients au HUG. On voit que les urgences, elles sont saturées par qui ? Elles sont saturées par ceux qui ne payent pas leur prime maladie. C'est des gens, la bobologie, on va saturer les urgences avec la bobologie parce que de toute façon, on ne paye pas.
J'entends, c'est cet effet pervers. Des gens qui, de toute façon, ont des primes, parfois jusqu'à 2500 francs, donc qui doivent renoncer. Pierre-Yves Maillard, en revanche, quelle confiance, justement, l'initiative de fait laisse complètement ouvert aux politiques, au Parlement, au Conseil fédéral, le libre choix. Quelle confiance on peut faire dans ces gouvernants? Vous n'avez pas la majorité D'abord, à gauche. D'abord, constater que si on écoute nos deux contradicteurs, il n'y a rien à faire. Il faut juste subir les hausses de primes chaque automne, puisque vous êtes à la fois contre et vous ne croyez pas aux mesures sur les coûts, vous ne croyez pas à un changement du système de financement. Donc, conclusion, il n'y a rien à faire, il faut juste s'apprêter, année après année, à payer encore plus de primes. Première remarque. La deuxième remarque sur les coûts, c'est assez simple. On a pour une fois un canton, le canton des Grisons a un système analogue, donc ça fait 1,5, disons presque 2 cantons, qui ont déjà mis en place des systèmes de ce type. Donc on peut voir ce que ça coûte. Le canton de Vaud a estimé le coût spécifique du plafonnement à 10%, parce que dans les subsides, il y a plein de choses. Il y a les subsides pour les bénéficiaires PC, pour l'aide sociale, pour les plus pauvres. Donc on a isolé vraiment la partie plafonnement à 10% qui touche essentiellement, qui profite essentiellement à la classe moyenne. Le coût aujourd'hui, c'est environ 140 millions. On est 10% de la population, fois 10, ça fait 1,4 milliard. Ça, c'est le surcoût, disons, de l'application du modèle vaudois. Et je pense que si le Parlement suisse doit appliquer notre initiative, il ne sera pas plus généreux que ne l'a été le Parlement vaudois et le Conseil d'État vaudois. Donc, c'est probablement de cet ordre de grandeur. Entre 1 et 2 milliards, le surcoût de l'initiative si on prend ce modèle-là. Ce n'est pas le modèle des initiants, mais c'est le modèle que, de manière pragmatique, je pense, le Parlement appliquera. Ça, c'est la première des choses, donc c'est beaucoup moins cher que ces 5, 6, 7 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui nous parlent de ces 5, 6, 7 milliards, ils ne nous disent pas que c'est l'initiative qui génère les coûts. Comme l'a très bien dit M. Camerzin, on ne parle pas de prestations supplémentaires, on parle de qui paye la facture. Est-ce que la politique envoie la facture aux gens ou est-ce qu'elle la garde sur la table pour essayer de trouver des solutions? Et nous, on dit les gens ne peuvent plus payer. Il y a un frein à l'endettement de la Confédération, mais il n'y a pas de frein à l'endettement et de frein au prélèvement sur les gens. C'est ça qui manque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme la seule voie facilitée, c'est de renvoyer la facture aux gens, on se met là à la fin, on bloque toutes les mesures efficaces de mesures d'économie, et puis on envoie la facture. L'exemple le plus spectaculaire qu'on a vécu la législature passée, c'est les médicaments génériques. On pourrait faire plein d'économies dans le système de santé, mais celui-là, au moins, c'est évident. On paye les génériques en Suisse 2 à 3 fois plus cher qu'en Europe, où pourtant ils sont produits. Ce n'est pas qu'on les produit nous, c'est ils sont produits en Europe. Le fait qu'on les vende chez nous, ça coûte déjà 2 à 3 fois plus cher. Le Conseil fédéral Berset, appuyé par le Conseil fédéral, dit on met des prix de référence qui sont les prix les plus chers qu'on trouve en Europe et on ne paye pas plus cher que ça. On vient en commission, c'est 400 millions d'économies, c'est pas rien. C'est plus d'1,5%, rien que ça, 1,5% de prime qu'on peut réduire. On vient en commission, un de vos collègues de parti, M. De Courtonne, pour ne pas le nommer, président de Intergenerica, c'est-à-dire des vendeurs de génériques, dit non, ce n'est pas une bonne idée. Et il convainc le PLR, une partie du PDC, même certains Verts, de ne pas faire cette mesure. Et donc on ne la fait pas. Et quelle est la conséquence? Simplement, on envoie la facture aux gens. C'est ça que change l'initiative. Comme l'a très bien dit M. Camerzin, si on ne fait pas les mesures d'économie raisonnables, la facture, elle nous reste sur la table. Alors après, soit on fait quand même ces mesures d'économie parce qu'on ne veut pas aller devant le peuple et augmenter la TVA, ce ne sera pas facile à faire. Ou bien on ne veut pas augmenter l'impôt fédéral direct, donc on est obligé de faire les mesures d'économie. Ou bien alors on ne veut pas les faire et on assume et on va demander une hausse d'impôt. Mais là, on doit à nouveau aller devant le peuple, ce qui n'est pas si facile. Et je conclus sur une chose. Quand on nous dit « Ah, hausse de prime, hausse d'impôt, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc », quand même, entre nous, on peut se le dire. Une hausse de l'impôt fédéral direct, c'est les 20% ou les 30% les plus riches qui la payent. Mais la classe moyenne, elle paye peu de l'impôt fédéral direct et les pauvres, ils n'en payent pas. Donc si on doit prendre sur l'impôt fédéral direct, ça touchera les plus riches. Tandis que la prime maladie, on sait qu'elle frappe la classe moyenne. Ceux qui payent 15 à 20% de leur revenu pour la prime maladie, c'est pas moi, c'est probablement pas les gens autour de cette table. C'est des gens qui sont dans des revenus beaucoup plus modestes. Et puis les parlementaires fédéraux, puis tous ceux qui gagnent plus, il y en a beaucoup, eux, ils payent que 4-5% de leur revenu pour l'assurance maladie. Donc si on ne peut pas dire impôt contre impôt, l'impôt sur la prime maladie, c'est celui qui fait le plus mal à la classe moyenne. Toute autre solution sera plus avantageuse pour la classe moyenne. Mais encore une fois,
Ça, ce sera seulement après qu'on aura enfin pu discuter sérieusement des mesures d'économie qu'on peut prendre. Cyril Ellon, effectivement, le camp des Neinzager, comment peut-il se justifier ? Ce n'est pas que des socialistes. La FRC, M. Pry, a vraiment étrillé la dernière législature en disant c'est pas possible, la passivité de ce Parlement fait qu'on est maintenant dans le mur. Et maintenant, vous continuez à dire non à tout, y compris à une proposition comme celle du centre qui vise à freiner justement les coûts. Alors, je ne dis pas non à tout. D'abord, je dis oui au contre-projet à l'initiative du centre. Précisément, celle-ci vise à faire des économies avec une bonne manière, donc on en viendra. C'est la première chose. Qu'est-ce que ça change, juste pour qu'on soit clair? Donc le contre-projet qui a été proposé par le Conseil fédéral à l'initiative socialiste, il en a proposé un aussi au centre, et les deux entreront en vigueur si les initiatives sont refusées. Le contre-projet à l'initiative du PS, parce que alors à ce moment-là on change de sujet, mais on revient au premier sujet. Pour les Romans, en tout cas pour les Vaudois et les Genevois, ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que ce contre-projet ne va pas du tout assez loin. Au Conseil national, y compris le PLR, on voulait aller beaucoup plus loin. Et malheureusement, le Conseil des États n'a pas accepté ça. Je le regrette à titre personnel parce qu'il permettait de résoudre, pour moi, l'inconvénient principal de l'initiative du Parti socialiste, qui est précisément ce financement aux 2 tiers de la Confédération et 1 tiers au canton. Parce que moi, je suis d'accord avec Pierre-Yves Maillard de dire que ça n'a pas d'effet sur les coûts de la santé, c'est qui paye la facture. Et en réalité, ce qui me dérange, moi, c'est que dans certains cantons, Grison, Vaud, Genève, on a fait le travail. Et on a fait le travail dans le canton de Vaud, PLR, PS notamment, dans le canton de Genève, PLR, PS notamment, et on a arrivé à un système qui est un peu différent, mais qui vient en aide à près de 200 000 personnes sur le canton de Genève, sur les 550, donc c'est pas rien. C'est beaucoup. Une grande partie des Genevois comme des Vaudois sont quand même étouffés par leurs primes, de la fameuse classe moyenne que Pierre Maillard évoquait. Si vous discutez avec eux, ils ont senti la classe moyenne et la classe moyenne inférieure a senti l'effet très clairement dans le canton de Vaud et dans le canton de Genève. Je veux dire, d'augmentation des subventions qui ont été mises en place en 2019 et je crois entrer en vigueur en 2020. Très clairement, je crois que les gens le savent. Ils ont vu leur prime baisser puis après moins augmenter. Donc c'est ça. Et ça, avec une augmentation fiscale, de 0, ni dans le canton de Vaud, ni dans le canton de Genève. Et moi, je défends ce système. Je l'ai voté, je l'ai défendu. Mais transférer 2 tiers du financement à la Confédération, c'est augmenter la TVA ou l'IFD, parce que c'est un des deux qui va être. On ne va pas réussir à faire les économies correspondantes dans le délai qui est fixé, en aucun cas. Et puis, qui c'est qui va payer? Alors j'entends M. Maillard. Si vous avez déjà une aide pour votre assurance maladie, vous n'allez que payer, si c'est la TVA, vous allez payer plus. Donc les plus démunis vont payer un petit peu plus. Si c'est l'IFD, et M. Maillard l'a dit, c'est-à-dire que si vous payez l'IFD, vous n'allez pas recevoir de subventionnement, c'est à peu près la ligne où vous l'avez fixée. Et puis si vous payez l'IFD, vous n'allez rien recevoir et payer plus. Donc à un moment donné, on a une cible pour les cantons romans qui est extrêmement réduite d'augmentation. Et on va devoir demander à l'entier de la population romande de payer finalement un subventionnement pour les cantons suisses allemands qui n'ont pas fait leur travail. Franchement, ça ne va pas. Alors, je regrette avec M. Maillard l'abandon du contre-projet costaud au Parlement. Je le regrette avec lui. Après, M. Maillard fait son travail puis dit « moi, je défends l'initiative ». Moi, je ne défends pas l'initiative parce que je pense qu'elle est totalement déséquilibrée. Et puis, un dernier mot, si vous permettez, après je m'arrête. Les manettes de dépenses, et M. Pry l'a dit, il y a une bonne partie qui est faite à la Confédération, notamment sur les prix des médicaments. Et moi, je regrette la décision du Parlement à titre personnel sur les génériques, très clairement. Vous n'y étiez pas. J'y étais pas, et je la regrette. Ben, je le dis publiquement, je la regrette. Mais si vous lisez la liste des économies proposées par M. Pry, essentiellement, ça concerne les cantons, qui vont être moins concernés par le subventionnement si c'est 1 tiers de subventionnés qui est par eux. Là, je peux faire une petite précision. Allez-y, oui. D'abord, il n'y a aucune obligation pour la Confédération d'augmenter la TVA s'il y a 1 à 2 milliards de plus à prendre en charge. Parce qu'il y a du potentiel de 1 à 2 milliards en économie. Franchement, je veux dire, j'ai cité 400 millions pour les génériques. On va discuter au printemps. J'espère que j'aurai une majorité. En commission, ça a été le cas, simplement de dire que le Conseil fédéral plafonne le volume de points-armèdes facturables par un médecin par jour ouvrable. Parce que beaucoup de médecins, pas la majorité se comporte bien, mais dans un certain nombre de spécialités, on connaît les journées à 27 heures. Parce que quand on cumule les points-armèdes que certains médecins facturent, et puis qu'on les retransforme en minutes, parce que les points-armèdes, c'est des minutes, on arrive à plus de 24 heures par jour.
Ça doit être fait. Je suis convaincu que c'est des centaines de millions d'économies. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça sera fait? Parce que jusqu'à présent, justement, les lobbies, on le sait, la plupart de la droite, le centre aussi, extrêmement lobbyisés, et rien n'a bougé aussi en partie à cause de ça. Simple. Le lobby des médecins aussi est très fort. Comment est-ce que là, justement, ça pourrait bouger cette fois-ci? Le parlementaire fédéral lambda, devant ce type de proposition, et il y en a largement pour 1 milliard, mais probablement plutôt pour 2. Le PDC dit, enfin le centre dit que son initiative permettrait même 6 milliards d'économies sans douleur. C'est un peu audacieux comme pronostic, mais je pense que 2, c'est vraiment pas un problème. Et ça financerait le modèle vaudois à l'échelle suisse, donc sans hausse de TVA. Mais si on ne les fait pas, alors l'alternative, effectivement, c'est de dire, bon, je n'ai pas voulu les faire, donc la facture reste sur la table du Parlement, au lieu d'être envoyée aux gens. Donc effectivement, si on veut garder le frein à l'endettement, il faut trouver des nouvelles recettes. Et là, le politicien lambda, au lieu de dire simplement « Ah, je me laisse influencer par le lobby XY, puis je dis non, puis j'ai aucune conséquence », là, il dit « Attends, si tu me pousses à dire non, tu m'obliges aussi à aller devant le peuple demander une hausse de TVA ou une hausse de l'impôt fédéral direct. » Et ça, je n'ai pas très envie de le faire. Donc c'est ça le puissant incitatif qu'enfin on mettrait sur le Parlement pour dire « Mais vous devez faire ce qui est raisonnable. » Parce que c'est plus possible d'envoyer la facture aux gens. On a plafonné le 10% pour une grande partie de la population. C'est ça l'effet vertueux de notre initiative. Alors, Monsieur Camerzin, votre initiative, justement, elle est 0 franc, puisque effectivement, elle prévoit simplement de mettre un frein quand il y aura un tel pourcentage de différence entre l'augmentation des salaires et justement celle des primes maladie. Et tous les acteurs de la santé seront censés prendre des mesures. Et si ce n'est pas le cas, la Confédération, dans l'année, justement, mettra un stop. Mais même question qu'à M. Maillard, quelle garantie on aura justement que le Parlement et le Conseil fédéral et tous les acteurs de la santé qui n'ont jamais jusqu'à présent réussi à se mettre d'accord prennent des bonnes mesures face à votre initiative? Ce sera une obligation légale. Donc on part quand même de l'idée que les parlementaires et les exécutifs cantonaux fédéraux vont respecter ce qu'il y a dans la loi. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation légale. On se met en automne autour de la table, on regarde l'augmentation des coûts de la santé, on fixe les primes pour l'année suivante sur la base d'une estimation, et puis avec une impuissance totale des politiques, tandis que là, on aura dans la loi l'obligation, avec notre initiative qui veut agir sur la cause de cette explosion des primes et au final de la facture, c'est les coûts de la santé, donc qui augmentent de minimum 2,5%, mais des fois 4-5% par année, et qui induit ces augmentations de primes. Et nous, ce qu'on veut, c'est agir à l'origine. Et là, je dois dire que je ne comprends pas l'UDC et le PLR qui ne soutiennent pas cette réduction des coûts. Pour moi, je peux comprendre l'opposition par rapport à la facture finale, au coût et à l'augmentation des impôts, ça je l'entends, mais d'agir au niveau des coûts, aujourd'hui on est totalement impuissant. Il n'y a aucune solution. Monsieur Maillard a mentionné les tarifs, on peut parler les génériques aussi, on peut parler des prix de référence des médicaments. On peut parler des réseaux coordonnés de soins, on peut parler de la lutte contre le gaspillage, on peut parler du fait qu'il y a trop d'hôpitaux en Suisse, 280, c'est beaucoup trop par rapport à... Il y a beaucoup de cliniques privées, de cabinets privés aussi. Aussi de cabinets privés. Le dossier économique du patient, moi je ne suis pas en commission de la santé, mais je ne comprends pas les blocages depuis 10 ans. Il y a des questions de protection des données, il y a des questions sensibles, mais les médecins, certains en tout cas, mettent les pieds contre le mur. On estime, selon le rapport qui est dans le cadre de cette votation, à 4 milliards potentiel de l'EPFZ, 4 milliards potentiels d'économie avec le dossier économique du patient, mais non, pas comme ça, pas avec ces risques-là pour les... Et nous, notre proposition, c'est de dire, on met maintenant, on force les acteurs à se mettre autour de la table et à s'entendre et à nous dire oui, on va faire ça, on ne va pas réduire les prestations. C'est pas ça du tout l'idée. Nos adversaires nous disent vous allez réduire les prestations. C'est d'ailleurs ce que veut des fois aussi certains partis bourgeois en disant il faut réduire les soins homéopathiques, il faut proposer une assurance low cost aussi par exemple, qui est aussi une réduction des prestations au final pour certains. C'est pas du tout ça l'idée. C'est de mettre les acteurs autour de la table et de dire écoutez, on veut déjà de la transparence, savoir ce qui se passe, mais c'est le politique qui va faire ce travail-là en mettant les acteurs autour de la table et c'est une obligation légale de le faire. Donc au final, de proposer les réformes. Et je pense qu'après, c'est aux parlementaires cantonaux, fédéraux et aux exécutifs aussi de proposer les solutions conformément à la loi. Donc là, on ne pourra plus se départir et se défaire de cette responsabilité aujourd'hui qui est complètement diluée. Moi, je suis là, je ne suis pas un spécialiste de la santé. C'est un constat vraiment d'impuissance complète. Tout le monde se renvoie la balle.
tout le monde. Et aujourd'hui encore, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Les propositions, on les a sur la table. Il y avait 35 ou 37 propositions en 2020 du Conseil fédéral qui sont passées au Parlement. Aujourd'hui, semble-t-il que le résultat, 2-3 ans après, c'est résultats à peu près plus ou moins équivalents à 0. Donc, soit on continue comme ça, soit on met la pression, soit au niveau de la facture finale, soit comme on le veut nous, au niveau des coûts, en disant mais mettez-vous d'accord et si vous ne le faites pas, on va devoir intervenir. Pas en réduisant les prestations, mais soit au niveau des tarifs, soit au niveau du nombre d'hôpitaux, soit au niveau du prix des génériques et des médicaments. Dans les 12 mois, si vous ne trouvez pas les solutions, eh bien c'est nous qu'on va le faire. Et ça, il faudra le respecter parce que c'est le politique qui a l'autorité pour le faire. Oui. Lionel Dugère dit du bon sens, de la transparence, une réduction des coûts. Pourquoi est-ce que l'UDC ne soutient pas cette initiative ? Alors, si vous permettez, d'abord, j'aimerais bien répondre à M. Maillard, puis préciser une chose qu'a dit mon collègue Cyril Ellen. Aujourd'hui, les temps changent quand même, et on a un conseiller national qui est Thomas Blaisy qui défend cette baisse des coûts des médicaments génériques. Bon, c'est une économie de 400 millions, c'est pas rien, 400 millions, mais c'est pas les coûts les plus chers de la santé. Mais ça a une importance, et à Genève particulièrement, où on se rend compte qu'on a des clients qui peuvent acheter des médicaments moins chers de l'autre côté de la frontière que les achètent les pharmaciens eux-mêmes chez nous. Donc effectivement, on est absolument pour là-dessus. En tout cas, les députés UDC romans sont assez d'accord là-dessus. Après, il a parlé de l'impôt qui, évidemment, est beaucoup plus supporté par les gens fortunés, c'est vrai. Il est plus supporté par les gens fortunés, mais par contre, il pèse beaucoup plus sur la classe moyenne. Bon, en l'occurrence, pas les primes. Les primes, ça pèse pas plus sur les riches que sur les... Non, mais l'impôt, par contre, il pèse plus sur la classe moyenne. Oui. Une petite augmentation d'impôt. C'est la logique de solidarité. Oui, mais de toute façon, si on augmente un peu les impôts, on leur diminue un peu les primes, mais qu'on leur augmente un peu les impôts, ça reviendra à peu près au même, avec encore des frais administratifs en plus. Sauf si on augmente plus les primes, par exemple, chez les plus riches, au nom justement de cet esprit de solidarité. Oui, mais il y a quand même cette notion où l'impôt il pèse plus sur la classe moyenne, malgré qu'il soit un peu plus supporté par les plus riches. Mais l'idée, c'est défendre le peuple. Ça revient au même. Alors, il suffit de mettre tous les coûts de la santé sur l'impôt. Non, ça revient au même. Ça revient au même avec des frais administratifs en plus encore. Donc, à mon avis, ça coûtera même encore un peu plus cher. Vous trouvez qu'il n'y a pas de frais administratifs dans le système de l'assurance maladie ? On ne va pas les supprimer, a priori. Alors, avec on met tout sur l'impôt. Si vous dites que ça revient au même, mettons tout sur l'impôt. Et alors, il suffit de faire quelques simulations. On voit très bien que si on mettait tout sur l'impôt, on transférerait massivement la charge, en gros, de la classe moyenne, des gens qui travaillent normalement, vers les gens aisés. Et on ne demande pas ça. C'est pour ça qu'on a dit, on ne vous demande même pas de reporter sur les gens aisés, on vous demande juste d'arrêter de prendre sur ceux qui ne peuvent pas payer plus. Non, mais vous demandez, mais on ne dit pas encore comment on la finance. Aujourd'hui, nous, on était pour la 13e rente, mais aujourd'hui, on ne sait même pas encore comment on va financer la 13e rente. Alors, j'entends, à part les seules projections qu'on a aujourd'hui, c'est hausse de la TVA et hausse des impôts. On n'a pas d'autres projections pour financer ça. Baisser les coûts de la santé, c'est complètement utopique. Réduire les augmentations, c'est possible. D'ailleurs, vous m'avez posé la question sur l'initiative du centre. Pour moi, elle a un avantage, c'est d'avoir généré un contre-projet qui est un espèce de monitoring des coûts de la santé qui évitera les surcoûts et puis qui fera des propositions concrètes basées sur du concret. Pour ça, je soutiendrai certainement si j'avais été un député suisse, j'aurais soutenu ce contre-projet, effectivement. Après, l'initiative du centre, elle ne nous garantit pas les mécanismes qui feront qu'on n'aura pas une médecine à deux vitesses puis qu'on ne réduira pas les prestations, parce que c'est impossible de réduire les coûts de la santé sans arriver sur une médecine à deux vitesses ou sans réduire les prestations. Ouais. Juste pour répondre, c'est vraiment ça, un monitoring. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça implique ? On aura un monitoring, effectivement, mais c'est de nouveau, ça sonne creux. Pour moi, c'est de nouveau ce langage qu'on entend depuis des années. On va monitorer tel ou tel secteur, on va faire un rapport d'experts supplémentaire, on va rendre des avis de droit supplémentaires, et au final, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Et ça, moi, c'est vrai, on peut que saluer les mesures supplémentaires qui sont faites, mais ça va dans cette ligne où, à un moment donné, on n'a pas de conséquences. En fait. On n'a pas de conséquences et on arrive... La seule conséquence, c'est l'augmentation des prix. Alors, je vais laisser M. Ellen, et puis après, je vous donne la parole. M. Kemerzin, il faut quand même être transparent. Ce n'est pas ce que demande le compte-projet. Mais d'abord, je vais répondre sur votre argumentation sur l'initiative. L'initiative, elle dit simplement, si la croissance des coûts de la santé dépasse celui des salaires, on doit faire des coupes. C'est ça qu'elle dit. C'est un frein. Ouais, 20% de plus, donc, mais ce n'est pas 20% du salaire, hein, c'est 20% de l'augmentation. Je veux dire,
Vous croyez qu'on sera plus puissant pour agir avec ça? Non, en aucun cas. D'ailleurs, il y a une partie des collègues de M. Maillard, M. Bastioni par exemple, il dit « Moi, je m'en fiche de cette initiative, elle ne sert à rien ». Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais à un moment donné, elle ne servira pas à grand-chose. Et puis, si elle devait servir, je veux dire, la santé, c'est quand même aussi une qualité des soins, c'est aussi une égalité devant les soins, c'est aussi une rapidité. Est-ce qu'on la garantit aujourd'hui, l'égalité devant les soins? Ça, c'est le problème. Non seulement ça doit être un objectif, mais de la maintenir. On est le pays au monde qui réunit le plus ces trois-là, mais c'est en danger. Il faut faire attention. Dans le catalogue, il n'y a pas les dents, il n'y a pas les oreilles, on est en train de parler de réduire, il y a des gens... Alors 20% des gens qui vont plus chez le médecin, et notamment des gens... J'allais y venir. Parce que la franchise est trop haute, parce qu'ils ne peuvent pas payer la... J'allais y venir. D'abord, la franchise, parlons-en. M. Maillard, vous avez raison. L'initiative du PS ne changera rien à la franchise. Si. Rien. Si on baisse la prime, on peut choisir une franchise plus basse. Non, ça, on ne sait pas. Parce que ça ne figure pas dans votre initiative, on ne peut pas le savoir. Mais si on réduit le poids de la prime, on peut choisir une franchise plus basse. C'est le but de l'initiative. Non, le but, elle ne parle jamais de la franchise. Non, mais jamais. Si on plafonne la prime à 10%, une fois le mot franchise. C'est ce qui s'est passé chez nous. Si on plafonne la prime et qu'on dit, par exemple, mon couple de retraités, on dit, on vous donne 300 francs de réduction de prime. Si ce couple de retraités dit, dans ces conditions, moi, je consomme beaucoup de soins, j'avais une franchise à 2005, je ne m'en sortais plus. Avec ces 300 francs, je peux me payer une franchise à 1000 francs. Et puis dans ce cas, j'irai... Soyons sérieux, M. Maillard. Vous pensez que celui qui n'arrive pas à payer, puis qu'on doit aider, parce que ça dépasse 10% de son revenu disponible, je veux dire, au moment où on lui donne 300 francs, sa première chose qu'il fera, c'est prendre une prime d'assurance maladie plus chère. Bien sûr que ça arrive. Beaucoup de gens aimeraient être soignés correctement. Ça, c'est théorique. S'ils ont renoncé aux soins, je peux vous dire que ceux qui n'avaient pas les moyens, parce que tout le monde n'a pas 2500 francs sur son compte, ceux qui n'avaient juste pas les moyens d'aller chez le médecin, se disent peut-être que maintenant, je vais me prendre une franchise plus basse, parce que maintenant, grâce à la prime, je la payais, au moins maintenant, avec le même prix, je peux me payer une franchise plus basse et donc retourner chez le médecin. Bien sûr que c'est possible. Ouais. Oui. Mais est-ce que deux initiatives... Oui, pardon, vous vouliez finir. Non, moi je voulais répondre à la question que vous m'aviez posée d'ailleurs, sur la problématique du compte-projet. Mais le compte-projet, ce n'est pas un simple monitoring. Le compte-projet, c'est de réunir autour de la table tous les acteurs de la santé. C'est fixer des objectifs d'efficience, c'est ce que dit le compte-projet. Fixer des objectifs d'efficience en termes de qualité, en termes d'égalité et en termes de coût. C'est avoir une commission de surveillance qui suit et qui fixe les objectifs, avec un report tous les 4 ans. Je veux dire, c'est enfin, M. Kemerzin, mettre en place toutes les mesures que vous avez demandées, toutes les mesures que ne disent rien de vos initiatives. Et c'est effectivement mettre en place une réduction des points TARMED quand il faut. C'est effectivement mettre le dossier électronique du patient. D'ailleurs, quand on demande au dossier électronique du patient d'obliger la participation des médecins, qui c'est qui s'y oppose? C'est la gauche. Ouais, quand on décide de se dire l'augmentation du catalogue, des prestations qui ont un impact sur les primes, notamment les soins dentaires. Parce que les soins dentaires, ils ne vont pas être gratuits, ils vont augmenter les primes. Les soins dentaires, on sait que c'est essentiel et pour l'instant, ce n'est pas compris. Oui, mais il faut dire aux gens que ce n'est pas compris, mais il faut dire aux gens que si on comprend, leur prime augmente. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est intéressant de vous entendre, M. Hélène, dire que notre initiative ne sert à rien, alors qu'il y a des objectifs, chiffres plus ou moins. Vous avez cité M. Urny qui l'aurait dit. Voilà, c'est différent. Que notre initiative ne servirait à rien, alors qu'un compte-projet où les termes, vous l'avez dit, de fixer des objectifs efficients à travers un monitoring, que ça, ce serait efficient. Pas dit à travers un monitoring. Non, mais par un monitoring, arriver à des mesures qui auraient et qui seraient efficaces, avec des objectifs efficients. Que vous avez cité. Par rapport à un texte contraignant, et moi je suis surpris quand même, M. Hélène, je suis surpris d'entendre des parlementaires qui disent qu'un article constitutionnel ne servira à rien et n'aura aucun effet. Par rapport à la responsabilité d'un parlementaire qui sera chargé d'appliquer et de faire la loi qui découlera d'un article constitutionnel, d'entendre peut-être pas vous-même, mais d'autres personnes que vous avez citées, qui disent que ça n'aura aucun effet, ça me surprend. Et pour moi, c'est se déresponsabiliser et s'affranchir de la responsabilité qu'aura le politique d'appliquer. Il y a des chiffres. Aujourd'hui, on sait que le problème, c'est que les salaires augmentent beaucoup moins rapidement que les coûts de la santé et donc que les primes. Et là, on dit, si on a 20% de plus de coûts de la santé et de l'assurance de base par rapport au salaire, si en fait on a un écart, un différentiel qui est trop important et qui va se répercuter à la fin sur la facture, on doit agir.
Alors moi, je ne peux pas entendre des parlementaires suisses me dire « Non, mais ça ne sert à rien, on ne va rien faire du tout ». Et au contraire, ce qui va servir, c'est de fixer des objectifs efficients avec les acteurs autour de la table. C'est ce qu'on entend depuis 10 ans. Mais est-ce que Pierre Maillard aussi, pour les deux initiatives d'ailleurs, est-ce que ce ne sont pas des initiatives, des projets un peu cache-misère et on va s'arrêter là alors qu'on voit bien qu'il y a des réformes énormes à faire un peu partout dans le système actuellement? Les initiatives modifient la Constitution, c'est comme ça. On n'a pas l'initiative législative. Dans notre canton, on a lancé le projet des 10% avec une initiative législative, c'est-à-dire qu'on avait fixé tous les paramètres et le Conseil d'État n'a eu qu'à prendre le texte proposé au Parlement qu'il a accepté. Mais au niveau fédéral, c'est des initiatives constitutionnelles, donc c'est des grands principes. Et effectivement, si on commence à dire que la Constitution n'a plus d'effet, alors ça pose un grave problème démocratique dans notre pays, et je parle de l'idée que les grands principes quand même seront respectés, mais effectivement, ça impose ensuite au Parlement d'être loyal à l'égard du peuple et de ses décisions. Un mot sur les coûts. Ce fameux groupe d'experts qui a sorti ces 37 mesures, parce que ça, c'est en partie les choses dont on discute maintenant, puis en partie le contre-projet à l'initiative du centre. Mais c'est à pleurer de rire. Moi, j'y étais, contrairement à vous, j'y étais dans cette commission. Donc d'abord, vous avez une trentaine de mesures. Alors la première des choses, la commission dit « Ah non, mais c'est trop lourd, il faut d'abord faire 2 paquets. » Alors le deuxième, on prendra plus tard, on commence par le premier. Puis après, le premier arrive, puis il dit « Ah, c'est encore trop lourd. » On fait un paquet 1A, puis après un paquet 1B. Et puis pendant 3 ans, on fait le paquet 1A. Et puis systématiquement, quasiment tout ce qui rapporte des économies est neutralisé. Dont j'ai parlé, par exemple, c'est là-dedans que la fameuse mesure sur les génériques est morte de sa belle mort. J'ai amené, moi, quelques propositions. Par exemple, le TARMED, on sait que, vous avez dit, c'est les cantons qui ont beaucoup de choses en main. C'est pas vrai, les cantons ont fait l'essentiel du boulot. J'ai, dans mon canton, contribué à fermer 5 hôpitaux de soins aigus pour en faire un seul à Réna. Ça fait quelques économies, mais il ne faut pas non plus surestimer cette affaire. Mais il fallait le faire, parce que pour la qualité des soins notamment. Donc, je sais ce que c'est que de prendre des mesures cantonales. Le coût de l'hospitalisation dans le canton de Vaud, en termes de journée d'hospitalisation et de coût par journée, est un des plus bas de Suisse. Genève est d'ailleurs pas si mal aussi. C'est un peu rapproché de la moyenne. Mais ça, c'est les limites de ce qu'on peut faire au plan cantonal. Parce qu'après, le reste, c'est le TARMED. C'est essentiellement l'ambulatoire et c'est réglé par le TARMED. Ça fait 15 ans que le contrôle fédéral des finances a dit que ce TARMED est complètement illégal. Il a permis des explosions des écarts de rémunération entre généralistes et spécialistes, des explosions complètement indues, qui sont juste dues au progrès technique. C'est-à-dire qu'en 1 heure, vous faites dans certaines spécialités 3 fois plus d'interventions qu'il y a 20 ans, mais le prix de l'intervention est resté le même. Donc ça a évidemment fait exploser les revenus d'un certain nombre de spécialistes. C'est pourri, c'est rempli, bourré d'incohérences et ça ne respecte plus la loi. Le rapport du contrôle fédéral des finances dit ça, c'est un rapport qui date d'il y a 15 ans. Et on n'a absolument pas bougé ce truc. Il y a eu une seule intervention que M. Berset a pu faire. Il a corrigé l'ophtalmologie, notamment, où il y avait des excès dans le remboursement de la cataracte. Vous avez vu les hauts cris que ça avait créé. Mais c'est la seule fois où quelque chose s'est passé. Les partenaires tarifaires ont déposé un nouveau système qui s'appelle TARDOC, qui ne respecte manifestement pas davantage la loi, parce qu'il y a toute une série d'erreurs ou de fautes de construction du TARMED qui sont reprises, et c'est bloqué. Et alors, dans ce fameux paquet, j'ai dit, bon, on oblige le Conseil fédéral à modifier la structure tarifaire. J'ai fait un article, malheureusement, qui n'a pas rencontré de majorité, parce que votre parti, au Parlement, a continué à dire « Ah, l'État ne doit pas intervenir, n'est-ce pas ?» Donc vous voyez, c'est désespérant. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que si le peuple ne siffle pas la fin de la récréation et ne dit pas au moins avec ces 2 textes « C'est plus possible, débrouillez-vous, faites mieux », eh ben, ça continuera comme ça. Le oui, c'est encore que le début d'un processus, hein, on est d'accord. Mais au moins, ça provoque un changement. Sinon, je peux vous dire que les septembres se succéderont pendant des années avec la même rengaine. Vous nous inviterez, on dira voilà ce qu'il faut faire, c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'autre. Et puis voilà. Lionel Dujardin, je vous poserai la même question. Est-ce qu'on n'est pas arrivé aussi au bout d'un système libéral? Parce que c'est vrai, par exemple, prenons simplement le médecin. Ensuite, en plus, à Genève, comme dans le canton, il y a énormément de spécialistes. Comment être sûr que le médecin libéral, il pratique la bonne médecine et pas, il ne pense pas à ses honoraires, justement, quand il va prescrire tel IRM, etc., etc. Pour prendre ce tout petit exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Non, mais c'est juste, et c'est un point qui est très important. On sait
sait aujourd'hui que sur 100% du coût de la santé d'un patient, c'est à peu près 27% en moyenne qui est remboursé par l'assurance de base. Et c'est un point où il faut faire vraiment attention que ce soit les soins qui soient nécessaires au bien du patient. Ça fait partie d'une évolution des tarifications médicales. Et puis, à l'UDC, on a toujours été en faveur de partenariats entre les assurances et les prestataires de soins pour éviter les surcoûts, mais il faut de la surveillance. Il faut faire attention. Vous n'avez rien fait au Parlement. L'UDC a été un des partis, effectivement, Nein Zagher, qui a à peu près tout bloqué. Jusque-là, on n'a rien fait, mais maintenant, ça change. Et on a notamment des députés vous y êtes pour rien, déposent des vous êtes textes. à Genève. J'y suis pour rien, mais je sais qu'on a nos députés qui déposent des textes dans ce sens-là, notamment Thomas Blaisy, pour la transparence des assurances, pour la baisse des génériques, pour que les soins soient pour les bons patients. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, quand j'entends M. Camerzan nous dire que, une fois qu'on a pointé les problèmes, et puis qu'on nous fait un rapport, puis qu'on nous dit ce qu'il faut faire, personne ne fait rien, moi, je trouve ça grave. Je veux dire, faut être aussi conséquent quand on est parlementaire fédéral. Il faut faire avancer les choses. Moi, je ne peux rien faire dans mon petit canton. Est-ce que l'UDC est trop lobbyisé, justement, par l'UDC ou le PLR, mais l'UDC, je ne suis pas sûr qu'on soit trop lobbyisé. Hein. Sur la 60aine de parlementaires fédéraux qu'on a, on en a par exemple 6, à ma connaissance, 6 qui sont dans des conseils d'administration. Après, je rappelle quand même que faire de la politique, c'est défendre des intérêts et des thèmes. La population. Oui, mais des intérêts, la population, mais on défend toujours une certaine tranche de population. On n'arrive jamais à défendre tout le monde, ça c'est sûr. Après, les lobbies, c'est un gros mot, mais à gauche, on appelle ça des syndicats. Hein, j'entends tout le monde défend des intérêts. Ça, c'est une certitude. L'UDC est le premier parti qui demande la transparence déjà à ce sujet. Je crois que ça, c'est important, de savoir qui défend qui et qui défend quoi. Et puis, personnellement, je ne suis pas tellement pour que des parlementaires fédéraux soient dans des conseils d'administration, mais moi, si je devais y arriver un jour, je défendrais aussi un lobby qui est le lobby paysan. J'entends, on fait de la politique, c'est pour défendre des choses qui nous sont chères. Et évidemment, la population. Notre parti de lobby, mais qui propose des choses. Oui, non, mais je crois effectivement ce qu'a dit M. Dujardil, tous les partis ont des lobbies d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des conseils d'administration, par les syndicats ou autres. Mais quand c'est corrélé au blocage, c'est un peu problématique, non ? C'est un puissant lobby. Ah ouais, d'accord. Mais je dirais ceci. On n'a pas d'actionnaire à rémunérer. C'est un véritable problème. Pas seulement dans la commission de la santé, que ce soit dans l'énergie, dans toutes les commissions. Vous allez faire ménage, par exemple, au centre ? On a fait une proposition par un conseiller aux États valaisan, d'ailleurs, Beat Rieder, qui a été refusée par une partie de la gauche, d'ailleurs, malheureusement, qui disait les députés qui ont des liens d'intérêt, par exemple des conseils d'administration dans la santé ou dans le social, hein, parce qu'il n'y a pas que des lobbies de droite, il y a des présidents d'associations de patients et autres, eh bien, ne devraient pas siéger dans la commission de la santé, par exemple, si ils sont actifs et qu'ils ont un mandat de dirigeant dans un domaine de la santé. Ça a été malheureusement refusé, mais moi, franchement, je trouve que c'était une excellente idée pour essayer, parce que c'est vrai que ça pollue toute l'activité du Parlement. Et mettez-vous à la place du parlementaire qui doit choisir entre le bouton rouge ou le bouton vert, oui ou non, qui est rémunéré à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs par une caisse maladie dans le domaine de la santé, mais ça peut être par une association de gauche comme de droite, il n'y a pas de parti au niveau des lobbyistes. Et là, qu'est-ce qu'il va voter à la fin s'il est rémunéré à hauteur de 10, 15, 20, 30, 50 000, voire plus et là, je crois que c'est aussi notre responsabilité de trouver une réponse. C'est la réponse de dire on ne doit pas siéger dans une commission où on a des conflits d'intérêts. Je la trouve vraiment intéressante. Alors, je serais d'accord avec ça, mais j'aimerais juste pas qu'on laisse croire que la présidence de la Fédération suisse des patients, qui est peut-être rémunérée, je ne sais même pas si elle est rémunérée, ou si ça se trouve, c'est peut-être 3 4 000 francs par année, avec un membre d'un conseil d'administration qui en sort à peu près 10 à 20 fois plus. Il y a quand même une différence. 3 4 000 francs, c'est déjà pas mal pour les petits salaires. Oui, non, mais par année. Surtout, c'est déjà pas mal. C'est sur les patients. Pour certains, c'est déjà pas mal. Juste qu'on ne compare pas ça avec des conseils d'administration dans la pharma ou l'assurance maladie qui sont quand même
dans d'autres proportions. Parce qu'effectivement, l'essentiel, c'est quand même le bien du patient. Cyril Hélène, je reviens à ma question sur l'échec peut-être d'un système libéral aujourd'hui, parce que là, on a cité les médecins, on sait qu'il y a une licence totale. Vous siégez au conseil d'administration de l'hôpital cantonal. Ils ont à cœur le bien public, mais les cliniques privées à Genève, dans d'autres cantons aussi, se développent. On sait bien aussi que c'est des machines à cash pour plein de gestes qui devraient pas être davantage contrôlés. Est-ce que là aussi, on devrait quand même mettre des limites beaucoup plus drastiques, pas seulement sur le catalogue des prestations, mais sur les acteurs de la santé? Bon, je vais répondre à votre question d'abord sur les lobbies. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la politique. Je n'ai pas touché un seul centime du secteur privé dans quelconque lobby. J'ai été très actif à la Chambre genevoise immobilière, et ceci de façon 100% bénévole. Comme ça, on peut fermer la parenthèse. Bon, peut-être que vous avez des affaires grâce à ça aussi, non? Ou alors ça je veux dire, le lobby... Ça se saurait. Cela étant précisé, une fois qu'on a dit ça, je vais répondre à votre question. Moi, je pense que le système, il n'est pas libéral. Déjà, ça fait longtemps que c'est un système planifié. Et moi, ce qui me manque, c'est un peu plus de libéralisme. Mais je vais être précis. Le libéralisme, sa contrepartie et son corollaire obligatoire, c'est la responsabilité. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des gens qui participent au système sous l'étiquette libérale qui ne l'est pas vraiment et qui n'engagent pas leurs responsabilités. Alors c'est bien beau de dire que c'est toujours la responsabilité des patients qui multiplient les actes médicaux, mais ce n'est pas seulement les patients, c'est aussi le monde médical. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait se montrer sous cet aspect-là un peu plus libéral, c'est-à-dire responsabiliser les acteurs de la santé et tous les acteurs de la santé. Parce qu'à un moment donné, si quelqu'un décide de faire 3 fois les examens, je veux dire, on devrait obliger, par exemple, dans le cadre du dossier électronique du patient, tous les acteurs de la santé d'y participer et puis d'engager leurs responsabilités. Là, je ne comprends pas très bien comment, en étant plus libéral, justement, on arrive à les contraindre, ces gens, justement, de ne pas faire ces gestes-là. Si vous dites aux gens, très simplement, les médecins sont obligés de participer au dossier électronique du patient, le suivi, il y a une transparence, et puis qu'il y a des examens qui sont faits à double ou à triple, ils ne sont pas remboursés, pas aux patients, ils ne sont pas payés à l'acteur de la santé. Il faut que la personne qui prenne la responsabilité d'avoir fait des examens à double ou à triple, ce n'est pas seulement le patient, ce n'est pas seulement l'assuré, qui est souvent dans une situation de faiblesse, puisque précisément il est malade, ou il est accidenté, ou je veux dire, il a des difficultés. C'est aussi celui qui est chargé, je veux dire, de l'éclairer, un consentement éclairé du patient. On doit aussi responsabiliser les acteurs de la santé, et ça me paraît essentiel. Alors, pour conclure, un mot chacun, justement, pour nous convaincre, de voter. Oui, mais Monsieur Hélène, je me réjouis de vous voir arriver à Berne, parce que c'est effectivement ce genre d'idée qu'il faut pouvoir développer. Après, il faudra un acteur pour décider quand un examen a été fait en trop, quand c'est pas remboursé. Pour l'instant, c'est 60 assureurs privés. Et je vous donne un exemple. J'ai fait aussi une proposition qui, malheureusement, là, n'a pas de majorité, mais ça, on verra, on en discutera au plénum. J'ai dit, par exemple, j'aimerais que sur la future facture électronique, il n'y ait pas seulement le volume de points TARMED ou TARDOC, mais il y a aussi la durée effective de la consultation ou de la prestation, en minutes. Comme ça, on compare. Puis si on voit qu'effectivement, le volume de points ne correspond pas au temps réel, l'assureur peut intervenir. Pour m'appuyer là-dessus, j'ai demandé à des assureurs. Et puis, j'ai un assureur qui m'a dit, oui, alors, dites pas mon nom, mais je vous donne des exemples. Alors, j'ai reçu des exemples, je n'ai pas pu dire son nom. Il m'a montré des exemples de factures d'anesthésie dans des cliniques vaudoises où il y avait 9 heures d'anesthésie. Puis ils ont quand même trouvé bizarre. Ils ont dû aller demander le dossier pour voir combien de temps avait duré l'opération. L'opération avait duré 2h30. Donc il y avait pour 9 heures d'anesthésie facturée pour une opération qui avait duré 2h30. Je vous donne un seul exemple. J'en ai reçu une vingtaine. Puis j'ai dit, vous avez fait quoi de ça? On se bat pour essayer d'obtenir des remboursements. Quand il y a des abus crasses, un assureur, même un gros, se sent tellement fort, entre guillemets, en fait faible, et il n'ose même pas exiger, déposer plainte pénale ou demander des sanctions. On négocie un remboursement. C'est-à-dire que le contrôleur, aujourd'hui, il est trop faible parce que, justement, il est privé, il n'a pas la puissance étatique et il se dit, si moi, j'embête trop les médecins, comme je vends des complémentaires et que j'ai besoin d'eux, je risque d'avoir des rétorsions. Donc, c'est pour ça que je pense que l'État doit jouer un rôle un peu plus important. Alors, il faut qu'on conclue, mais donc le contrôleur, c'est justement ce que propose le Centre avec votre initiative. Et malheureusement, on doit se quitter là. Donc, le point sur un débat qui
qui se poursuivra effectivement le 9 juin dans l'urne, mais bien au-delà. On voit à quel point c'est compliqué, surtout avec les surcoûts qui sont à l'horizon, des médicaments extrêmement chers, notamment pour l'Alzheimer, et des anticancéreux qui vont effectivement faire exploser ces factures-là. Merci messieurs, et puis le point évidemment c'est terminé pour ce soir. On se retrouve mercredi prochain pour une émission spéciale rire, parce que c'est bon aussi pour la santé. Et donc on se retrouvera autour de cette table, notamment avec Alexandre Kominek et Rebecca Bellestra. Ça sera mercredi prochain à 20h. En attendant, vous pouvez nous retrouver en tout temps en replay sur YouTube ou sur le site de L'Aimant Bleu, l'aimonbleu.ch, à onglet Le Point. Excellente soirée et très bonne semaine à toutes et tous.